Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Cathy Lemaire, connectée depuis la France et plus précisément de la région parisienne. Cathy va nous présenter quelle responsabilité sociétale pour un coach engagé. Bonsoir Cathy. Bonsoir Yotis et bonsoir à tous les synergiens. Alors Cathy, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Bien écoute, je suis très contente d'être avec vous Yotis, très fière aussi d'avoir une possibilité de partager un certain nombre de choses avec vous et très touchée du nombre de participants aujourd'hui. Derrière toi, Cathy, je vois une petite figurine pop. Qui est-ce et pourquoi cette figurine? Ah, c'est Rey. Alors il faut pas, c'est un personnage de Star Wars. Il faut pas prendre tout de ce personnage, mais en tout cas c'est une combattante. Je vais peut-être vous parler d'un certain nombre de combats que je mène pour l'instant, depuis quelques années d'ailleurs. Et puis elle me parle, elle fait de la résistance Ray. Donc Ah, ouais, en elle me effet. parle. Elle te parle. Alors, Cathy, pour ce webinaire et plus précisément pour l'exercice pré-webinaire, tu as été à la mer, tu as été à la campagne, tu as été à la montagne, chez des amis qui ont une tiny house, dans un jardin potager. Alors, je sais que lors de ce webinaire, tu ne vas pas nous parler de solastalgie, d'émotions négatives. Alors, restons encore un peu dans le monde du cinéma, de l'imaginaire, du fantastique. Dans quel lieu, dans quel univers, quel futur, avec quels êtres aurais-tu aimé tourner cet exercice pré-webinaire? Oh, c'est facile à te répondre. Je crois que j'aurais bien aimé être entourée et être connectée avec des navis. Tu sais, ces personnages tout bleus ou tout verts d'Avatar, très en lien avec la terre-mère, hein, qui nous ressemblent et qui en même temps ont plus de conscience. Je pense que ça m'aurait bien plu. Très intéressant. Alors, Cathy Lemaire, c'est en 1973 que tu es née. Et oui, si tu vis aujourd'hui en France, c'est en Belgique que tu as vécu tes premières années. Tu m'as dit que ton papa et ton frère aîné t'avaient bien appris à l'époque à te battre pour tes idées, ce que tu continues à faire, dirait-on. Durant tes études de psychologie à l'ULB, tu as étudié la psychologie clinique et la neuropsychologie, passionné par le lien entre le fonctionnement du cerveau et les comportements. Éternelle étudiante, tu as poursuivi tes études au-delà de ce que tu trouvais raisonnable. Arrivé en France pour ton post-doctorat, tu as travaillé à la Pitié-Salpêtrière auprès de patients cérébrolésés. Tu y as découvert ton intérêt pour l'accompagnement, mais aussi pour le travail en équipe. Ceci t'a fait quitter la voie de la recherche scientifique. Coach à moins de 30 ans, tu avais coutume de dire que le manque de cheveux blancs t'empêchait de coacher des comités de direction ou des dirigeants. Grand bien t'en fait puisque tu as trouvé la place dans le coaching des 15-25 ans. Tu as développé celui-ci, tu l'as transmis au sein de diverses écoles de coaching. Tu t'es battu pour qu'il soit reconnu et tu as créé un programme spécifique de formation au coaching des jeunes accrédité par ICF. En parlant de se battre, quel que soit l'univers dans lequel tu évolues, tu t'impliques activement. Tu t'es montré engagé depuis tes premières années chez les scouts, mais aussi au lycée, à l'université et depuis que tu es coach dans ton monde professionnel, notamment à ICF France. Tu présentes parfois ta pratique comme la rencontre entre la confrontation bienveillante et le fait de rendre les idées opérationnelles. On pourrait rajouter que tu aimes mettre tes connaissances et compétences au service du plus grand nombre. Tu accompagnes des populations très diverses, tu transmets tes compétences en formation, en supervision et tu contribues à des ouvrages sur le coaching, dont par exemple 15 cas de coaching expliqués de la pratique à la supervision, édité chez Interédition. Depuis 2 ans, tu accompagnes principalement les agents de la fonction publique et des coachs juniors et seniors en supervision. En préparant avec toi ce webinaire, j'ai également découvert que tu t'intéressais depuis plusieurs années à la prospective sociétale et environnementale. Ta conviction qu'un effondrement systémique et inéluctable te pousse tous les jours à l'action et tu partages volontiers que cela te fait poser des actes parfois difficiles, mais que cela te pousse également à croquer la vie à pleines dents au quotidien. Cathy, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi?
J'aimerais rajouter, après t'avoir entendu, qu'à côté de cette vie professionnelle passionnante et qui me plaît énormément, j'ai deux adolescents qui me font du bien, qui me challenge, qui me poussent dans mes retranchements et qui, je pense, me font grandir. Merci Cathy. Tu vas nous présenter quelle responsabilité sociétale pour un coach engagé. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? La vraie question, je pense, n'est pas tellement du sujet, mais du moment où je me suis décidée à poser ma candidature, parce que c'est un sujet qui me préoccupe tous les jours, au quotidien, depuis 2014 environ. Donc, tu vois, ça fait un moment, mais ça fait relativement peu de temps que je me sens suffisamment tranquille avec le sujet pour pouvoir lui donner une voix et pouvoir le présenter à d'autres coachs. Donc, je pense que c'est surtout ça qui m'anime ce soir. Merci beaucoup Cathy. Je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci Yotis, merci à tous. Quelle responsabilité sociétale pour un coach engagé? Vous l'avez compris, je me sens engagée dans mon métier et dans la vie de manière générale. Et être engagé, c'est aussi savoir auprès de quel public on va parler, auprès de quel public on va s'engager et se montrer. Et du coup, je commencerai par vous demander qui se trouve derrière les participants qui sont connectés. Donc, si Yotis, tu peux lancer le sondage. Et le premier sondage est lancé. Donc, avec quelle casquette professionnelle participez-vous à ce webinaire? Coach ICF, coach autre, manager ou chef d'entreprise, consultant ou RH, autre. Voilà, donc je vous le dis déjà, on a deux possibilités en tout cas qui sont parmi les premiers. Et le premier s'envole totalement. Donc, nous allons entendre quelques instants et voilà, 80%, donc plus de 80% avaient déjà voté. Voici donc les résultats. Avec 67% coach ICF, 24% coach autre, 5% autre, 3% manager ou chef d'entreprise, 1% consultant ou RH. Et je suis ravie de découvrir ces chiffres. Je vais beaucoup parler aux coachs, que les autres personnes qui voient ce webinaire ne se sentent pas en reste et font les liens pour pouvoir voir en quoi ça peut les concerner, soit en tant qu'autre acteur d'un des éléments du coaching, soit simplement en termes de professionnels. Le voyage que je vais vous proposer dans ce webinaire est globalement autour de trois sujets qui n'auront pas la même importance en termes de durée, mais qui me semblaient important à noter. On va d'abord poser le sujet, pourquoi ce sujet et pourquoi je vous propose d'y réfléchir. Une fois que ce sujet a été posé, et comme l'a précisé Yotis au démarrage, il ne sera pas question de solastalgie, de sentiments difficiles, voire même d'action individuelle, j'y reviendrai, mais on se posera la question de où agir en tant que professionnel. Et puis, une fois que ceci a été posé, on atterrira sur quelques propositions sur comment nous adapter dans notre propre développement ou dans notre pratique de coach. Bien entendu, ceci n'est que le partage de mon propre parcours. Parcours que j'ai démarré en 2014, j'y reviendrai. Et ceci n'a qu'à vocation à vous inspirer, vous faire réfléchir. Vous êtes peut-être plus loin sur ce chemin que moi. Vous l'avez peut-être abordé depuis plus récemment. En tout cas, c'est avec beaucoup d'humilité et en vous demandant beaucoup de compréhension que je vais partager ce chemin. Sur ce sujet de l'engagement sociétal, comme sur tous les sujets, nous avons chacun notre parcours. Il n'y a pas de bon chemin ou de mauvais chemin. Vu les circonstances et vu la difficulté du sujet qui nous préoccupe, c'est encore plus compliqué de savoir quel est le bon chemin si celui-ci existe. En tout cas, j'espère que chacun d'entre nous se trouve à peu près aligné là où il a envie d'être pour l'instant et avance tranquillement sur son parcours en étant aidé par d'autres qui sont à côté, derrière ou devant et qui lui permettent de cheminer avec autant de tranquillité que c'est possible. J'ai décidé, vous l'aurez compris, de parler de l'enjeu sociétal et environnemental, mais il y a beaucoup d'autres enjeux sociétaux.
Yotis, tu as eu la gentillesse de présenter le livre qui est paru au mois de novembre. Et dans ce livre, nous avons évoqué, nous sommes une dizaine de coachs à avoir évoqué des tas d'autres enjeux sociétaux. Mon sujet est celui de la transition écologique, mais il y en a de nombreux autres et les coachs qui ont collaboré à ce livre ont parlé autant d'égalité homme-femme, de respect de l'identité sexuelle et de genre, de besoin de sens au travail, de lutte contre les discriminations. Vous voyez que les enjeux sociétaux sont importants. Et ce qui nous a réunis dans ce livre, c'est de nous dire que finalement, quel que soit l'enjeu qui nous était porté, qui nous parlait le plus, notre implication, notre engagement se retrouver au même endroit, de se poser la question de comment je peux être coach et pour autant porter un sujet plutôt qu'un autre. Je vais donc continuer sur la transition écologique, mais si un des autres enjeux sociétaux fait sens pour vous, n'hésitez pas là aussi à faire les liens, je pense que ce sera relativement aisé. Sur le sujet de la transition écologique et d'un risque inéluctable d'effondrement systémique lié au changement climatique et à la perte de la biodiversité, je vous propose d'imaginer que ce voyage est absolument indispensable pour tout être humain, tout simplement parce que nous sommes à la fois la cause du dérèglement climatique et la solution pour limiter celui-ci. Nous avons donc pleinement notre rôle à jouer. Les sociétés industrielles tournent à plein régime, elles devraient envisager une transformation, une auto-transformation radicale, et pour autant, pas grand-chose ne change. Chaque être humain a son rôle à jouer en tant que citoyen. Je vous ai mis une représentation de la fresque du facteur humain, qui est un des outils utilisés dans ce type d'accompagnement, dans l'accompagnement des personnes qui désirent faire face à la transition écologique en conscience. Et on y voit bien combien chacun de nous a son rôle à jouer, d'autant plus que nous sommes dans les sociétés qui ont l'impact le plus fort sur la Terre. Je pense également, et c'est une des choses que j'ai envie de partager avec vous tout au long de ce webinaire, qu'en tant que coach, nous avons un rôle supplémentaire. Bien sûr, nous avons un rôle en tant que citoyen. Nous avons un rôle en tant qu'être humain, avec les actions simples qu'on peut poser, que vous connaissez en tant qu'éco-geste. Nous avons un rôle en tant que citoyen, avoir un pouvoir sur la politique et sur les politiques en tant que citoyen peut avoir du sens. En a en tout cas à mes yeux. Je pense aussi que nous avons un rôle en tant que coach. Nous intervenons auprès de dirigeants, nous intervenons dans des entreprises, nous intervenons dans des collectifs. Et je pense qu'une place est à trouver sur comment avoir un impact pour essayer d'éviter le mur qui est face à nous, tout en respectant un certain nombre de règles éthiques et déontologiques de notre métier. Et si on ne va pas sur le côté désagréable et émotionnellement délicat de la transition écologique, j'aimerais pour autant parler de non pas la joie qu'on peut vivre dans cette transition, mais l'engagement et l'implication que nous pouvons avoir en tant que citoyen et en tant que coach. Si on agit en tant que coach, ça veut dire qu'on ose aller au-delà de notre sphère personnelle. Dans l'exercice pré-webinaire, vous avez été nombreux à partager des petits gestes, petits par la taille, importants par la symbolique souvent, des gestes qui permettent de faire sa part de colibri, on y reviendra, sa part de colibri pour limiter autant que faire se peut l'impact douloureux qu'on risque d'avoir face à un monde qui va changer et dans l'écosystème dans lequel nous allons vivre qui va être de moins en moins accueillant pour l'être humain. J'aimerais que nous réfléchissions ensemble sur comment agir au-delà de cette sphère personnelle, oser prendre cette latitude d'aller agir auprès de nos clients. Et pour autant, avant que peut-être certains d'entre vous ne pensent que j'oublie la neutralité du coach, je vais vous proposer 2 petites protections qui vont nous permettre d'aller plus loin. Quand j'ai démarré cette réflexion sur quelle responsabilité pour un coach engagé face à la crainte d'un effondrement systémique, nous étions en 2014. Nous étions en 2014 et se créait dans mon salon l'association Adrastia, l'Observatoire de l'effondrement. Je me retrouvais donc coincée absolument en permanence tous les jours
entre mes convictions qu'un effondrement systémique était en jeu, voire avait déjà démarré, avec la question de l'enjeu de la survie de l'espèce, voire des espèces en jeu. Et à côté de ça, la question qui me paraissait cruciale de la neutralité du coach. J'avais, comme beaucoup de coachs qui sont connectés sans doute aujourd'hui ou qui nous voient en replay, j'avais été travaillée, entraînée à être la plus neutre possible. Et du coup, je ne pouvais pas me permettre d'être à la fois militante dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, et à la fois rester dans la neutralité du coach. Ça me semblait absolument impensable. Pour essayer de dépasser un petit peu cette action qui me tiraillait, qui était vraiment compliquée à gérer, j'ai été voir des coachs, notamment des coachs MCC, en tout cas des coachs d'expérience. Et j'ai été leur poser la question de comment faire avec ce dilemme. Pour certains, ça a été au téléphone, pour d'autres, nous avons pris un repas ensemble très long, très réfléchi, mais systématiquement, le couperet tombait et les coachs me disaient, mais comment peux-tu faire passer tes convictions avant la neutralité du coach? C'est absolument impossible, tu n'as pas le droit de faire ça. Je vivais donc écartelée entre la conviction que nous avions un rôle à jouer et que chacun d'entre nous avait un rôle à jouer, avec la conviction que les coachs ont une forme de pouvoir qu'ils doivent assumer, et d'autre part, ce couperet qui m'avait été annoncé, il n'est pas possible que tu que tu mettes en avant tes valeurs et tes convictions. Ça me semblait quand même assez étonnant parce que je questionnais beaucoup la neutralité du coach. J'étais assez dubitative sur cette question. J'ai pris cependant la voie qui me semblait être la voie de la sagesse, poussée notamment par ma superviseuse à l'époque, qui est redevenue ma superviseuse aujourd'hui, qui est Valérie Augier, et qui m'a dit très simplement, va voir ton code de déontologie, il va voir ce qui est attendu par ta fédération ou par d'autres sur ce sujet. C'est donc ce que j'ai fait et j'ai été regarder ce que l'ICF nous disait en termes de possibilité de mettre en avant mon intérêt pour les enjeux sociétaux. J'ai donc été voir, et je vous ai repris, ce n'est pas des extraits de l'époque, c'est des extraits actuels. J'ai donc été regarder la charte déontologique de notre métier. Et j'ai vu qu'il était attendu d'un coach sérieux et professionnel un développement continu de sa pratique personnelle, professionnelle et éthique, qu'il devait être conscient de l'influence qu'il avait sur lui et sur ses clients et qu'il adhérait à la philosophie de faire le bien. J'étais quand même très interpellée en me disant, a priori, au-delà de mon éthique personnelle qui est très individuelle, la déontologie de mon métier me pousse à aller de l'avant et aller oser embrasser les questions éthiques qui semblent être traversées par la société. Quand je vois professionnalisme, collaboration, humanité, équité, l'humanité est importante et j'ai l'impression, en travaillant sur ce sujet, d'être au plus proche de l'humanité et de la compassion et du respect qu'on peut avoir envers les êtres humains. Donc, forte de ces normes éthiques qui avaient l'air d'à peu près me dire que j'étais dans les clous, j'ai été regarder les compétences professionnelles. Et les compétences professionnelles, là aussi, ce sont celles qui sont actualisées que je vous propose ici. Me disait globalement deux choses. La première compétence, le coach fait preuve d'intégrité personnelle. Je devais donc être congruente, alignée avec ce que je pense. Je devais être honnête envers mes commanditaires et les parties prenantes, d'une part, et d'autre part, je facilite la croissance du client. Alors, en tant que coach, faciliter la croissance du client, oui, c'est aussi lui permettre d'avoir des nouvelles prises de conscience, des apprentissages dans sa vision du monde, dans ses comportements, lui permettre de considérer la manière d'aller de l'avant, y compris en faisant attention aux obstacles potentiels qu'il pourrait rencontrer. Et quel plus grand obstacle potentiel peut-on rencontrer qu'un effondrement systémique de la société dans laquelle on vit? Ces deux éléments portés par l'ICF, et bien entendu, ce n'est que la lecture que moi j'en fais, et je laisserai à chacun faire la lecture qu'il a envie d'en faire, m'a fait dire que j'avais tout intérêt à garder la ligne de conduite avec laquelle aujourd'hui je me sens en tranquillité
que je vous partage ici, qui est probablement assez bateau, mais auquel je crois et auquel je me réfère régulièrement pour pouvoir à la fois concilier cet intérêt pour les enjeux sociétaux et la volonté de continuer à faire mon métier selon les règles de l'art. Donc la première chose, c'est suivre mon éthique personnelle, me poser régulièrement la question, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es militante ou est-ce qu'au contraire, tu ouvres ton métier? Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça va avec le dernier point de cette présentation, être aussi cohérente et congruente que je puisse l'être. La cohérence et la congruence sont exigeants avec tout le monde. Donc, je m'y mets un petit peu de protection en disant que aussi congruent que je puisse l'être, mais je pense que c'est vraiment important. Les deux autres sujets me parlent aussi. Le deuxième élément est d'annoncer clairement à mes clients quelles sont les convictions qui m'animent. Dès lors que j'ai avancé dans mon parcours, une des premières choses que j'ai faites était de changer l'identité visuelle de ma structure et d'annoncer les convictions que j'ai à la fois sur mon site internet et sur ma carte de visite. Ça peut paraître anecdotique, ça peut être de la communication, mais pour moi, c'est important de dire à mes clients, sachez que ceci me caractérise et que si nous travaillons ensemble, quelque part, au fond, c'est quelque part dans mon background d'avoir ces convictions-là. Je remarque que les personnes qui m'interpellent sur ces convictions sont très souvent des personnes qui me disent « je suis déjà sur ce chemin-là, c'est pour ça que je vous choisis ». Et pour les personnes qui ne sont pas sur ce chemin et qui me demandent un coaching plus classique sur des sujets différents, la question ne se pose pas et c'est pas ça qu'ils viennent chercher chez moi. Donc ça me va bien dans cette idée de neutralité autant que faire se peut. Et le troisième point que je partage avec vous, c'est de travailler ma posture en continu. Travailler, on va le voir, c'est comme ça que je poursuivrai ma présentation, c'est travailler la posture, travailler les questions, travailler à la fois en supervision, à la fois en intervision, à la fois calmement dans le canapé qui se trouve à côté de moi dans mon bureau, travailler ma posture en continu pour porter mes convictions, pour qu'elles puissent être soutenues par ma pratique, y compris avec mes clients, sans pour autant être militante dans mes accompagnements. Je ne fais par exemple pas de prosélytisme. Je n'essaye pas de convaincre ni mes clients ni d'autres qu'il est important de porter ce sujet. Je dis juste aux personnes que j'accompagne d'une manière ou d'une autre que si ce sujet s'invite, je propose une façon aussi respectueuse que je puisse le proposer aux personnes que j'accompagne. Je leur propose une façon d'embrasser ce sujet qui, pour moi, me porte au quotidien. Alors, je vous parlais de travailler sa posture hein, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais porter l'accent parce que, à mon sens, travailler une posture uniquement sur des convictions sans les faire atterrir sur un terreau réel et de pratique nous garde d'une part un peu hors sol. On sait que ça peut être le risque des coachs, mais c'est jamais très positif. Mais surtout, ça risquerait de ne pas infuser dans l'ensemble de nos accompagnements et de ne pas infuser de manière juste. Donc, c'est ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer à cette troisième partie de comment nous adapter, si tant est que nous ayons cette conviction qu'il est possible d'être à la fois dans le métier de coach et à la fois dans la conviction profonde que nous avons une part importante à réaliser pour essayer de limiter l'impact négatif d'un effondrement sociétal pour l'ensemble de notre société, voire de notre espèce. La première chose qui me paraît évidente et que j'ai envie malgré tout d'apporter, avec le petit clin d'œil sur tous les éléments que vous avez partagés dans l'exercice pré-webinaire, c'est que chacun peut faire sa part. Chacun peut faire sa part. Je vous le disais en préambule, nous faisons partie de la part d'humanité qui a le plus d'impact sur la planète. Tant qu'à faire sa part, hein, autant le faire en conscience. Ça peut être en calculant son empreinte carbone, ça peut être en faisant ces petits gestes du quotidien, prendre l'eau pour son chat et la mettre dans les plantes pour ne pas user trop d'eau. Tous ces petits gestes que vous avez eu la gentillesse de partager pour nous inspirer tous, ça fait partie de faire sa part.
Faire sa part, hein, ça peut être aussi proposer nos compétences de coach à des endroits où il y a la prise de conscience, où il y a l'accompagnement d'individus ou de collectifs sur la question de la préparation à un potentiel effondrement systémique. Je vous ai représenté là 2 outils qui me sont très chers et qui pour moi font partie de ces outils où les coachs peuvent agir. C'est la fresque du climat que vous connaissez très certainement et un petit peu moins connue mais extrêmement intéressante pour notre métier et pour nos clients, c'est la fresque de la renaissance écologique. À la fin de ce webinaire, je présenterai un certain nombre de liens pour que vous puissiez très facilement aller retrouver ces outils, les associations très belles qui sont derrière et qui permettent à un maximum de personnes, pourvu qu'elles soient accompagnées en le faisant, à être sensibilisées à l'impact qu'elles ont, à l'impact que nous avons chacun et éventuellement aux solutions qu'il est possible de faire pour dépasser les questions de l'effondrement systémique, en tout cas pour que l'impact soit moins rude et que nous puissions nous en relever tout un chacun s'il est possible de le faire. La prise de conscience, on le sait, ne suffit pas. Notre terre-mère brûle. Il suffit de voir les changements climatiques que nous pouvons vivre depuis quelques années au quotidien, les chiffres affolants de la perte de la biodiversité. Les rapports du GIEC se suivent et malheureusement se ressemblent, voire s'aggravent. Des ouvrages comme Collapsus, changer ou disparaître, sous la direction de Laurent Testo et Laurent Hayet, prennent tout leur sens, sont partagés par un grand nombre et pour autant, les changements sont minimes. Les COP sont suivis de trop peu d'effets. La prise de conscience ne suffit pas. Un coach, un accompagnateur, quel qu'il soit, conscient de cette prise de conscience et du peu d'impact qu'elle a sur les comportements réels, va s'intéresser en premier lieu sur la raison de pourquoi la prise de conscience ne suffit pas. Je ne rentrerai pas beaucoup dans les sujets ici, bien qu'ils soient passionnants. Il y a de nombreux ouvrages qui ont été écrits sur le sujet maintenant. Je vous en ai sélectionné 2. Il y en a plusieurs et ils sont tous passionnants. Il y a pas mal de chaînes YouTube qui portent ce sujet aussi. Je reste totalement étonnée de comment se fait-il que malgré que nous vivions au quotidien les changements que notre planète vive, nous ne parvenions pas à décélérer, à changer de vitesse, à faire en sorte que nous sortions des mauvaises habitudes qui nous poussent à avoir cette société de consommation qui nous fait aller dans le mur. Je pense que c'est important que tout accompagnateur prenne conscience d'un certain nombre d'éléments aujourd'hui factuels et de pourquoi les autres êtres humains, pourquoi pas forcément les autres d'ailleurs, pourquoi nous tous, y compris ceux qui ont une conscience assez fine sur ces sujets, ne parviennent pas à faire des transformations importantes de leur vie. Donc, premier élément que je voudrais vous apporter, c'est vraiment de dire, prenons conscience et augmentons notre niveau de conscience, non seulement sur les sujets, mais également sur pourquoi ces sujets sont si difficiles à intégrer pour les êtres humains. La deuxième chose qu'on peut faire, et je suis sûre que parmi les personnes connectées, il y en a des dizaines, voire des centaines qui sont déjà sur ce sujet-là, et ça me touche à chaque fois de le voir, c'est d'accompagner ce qui est déjà là. Donner son énergie, donner ses compétences à accompagner les structures en transition, les villes en transition, les structures qui décident de se réinventer. Il y a 2 ans environ, avec Kwanlan Polayan, une autre coach ICF avec lequel nous avons créé sur LinkedIn Changement de Cap, nous avons accompagné en collectif et en individuel des entreprises qui se disent déjà en transition. C'est déjà une très jolie façon d'accompagner le changement. Autre façon d'accompagner le changement, c'est d'être au plus près de la nature avec nos clients. Bien sûr, nous savons combien faire du coaching en marchant dans des lieux, dans des forêts par exemple, ou dans des parcs, est un outil très fin pour amener de la réflexion, amener plus de lenteur, pour avoir un impact direct sur le bien-être de nos clients. Attention pour autant de ne pas utiliser ce type d'outil
de la même manière que nous utilisons d'autres choses de la nature au service pleinement de l'être humain sans se préoccuper de ce qu'on fait. Mais au-delà de cette parenthèse, le coaching dans la nature va permettre déjà là aussi de reprendre contact avec celle-ci et de reprendre contact avec la beauté de ce que nous pourrions préserver. Mais je suis sûre que ça, ce sont des éléments, je ne pouvais pas ne pas les citer, et en même temps, ce sont des éléments que vous connaissez probablement tous. Je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin et d'oser aller toucher des sujets qui parfois fâchent. Et dans cette première idée des sujets qui parfois fâchent, je voudrais vous parler du choix de nos clients. Bien sûr, c'est important d'aller soutenir les initiatives positives. Je vous parlais des villes en transition, des associations qu'il est important de soutenir, des individus qui ont été très challengés ou qui le sont encore sur ces sujets. On sait combien la jeune génération est extrêmement bousculée par ce qui se passe et qu'il est important de leur apporter notre soutien. Au-delà de accompagner là où on est déjà, je voudrais aller sur un cran un peu différent, sur un endroit un petit peu différent. Beaucoup de coachs que je rencontre et qui sont interpellés par la question de la transition écologique me disent, moi, j'ai décidé déjà de n'accompagner que des associations ou des petites entreprises, et alors certainement pas des très grosses entreprises qui font le système qu'on répugne et qu'on voudrait voir changer. Je suis interpellée par ce choix du client, qui me semble assez naturel d'un point de vue humain, mais qui, d'un point de vue stratégique, ne me paraît pas adapté. Si on accompagne des petites entreprises, et je suis tout à fait d'accord que l'économie pourrait se transformer et qu'on a tout intérêt à avoir des entreprises plus petites, plus locales, plus résilientes, mais si on ne fait accompagner que celles-là, finalement, tout impact qu'on aura sera affaibli. De la même manière, si beaucoup de coachs répugnent à aller dans des grosses entreprises qui font cette société que nous remettons en question, qui refusent d'aller travailler pour certaines entreprises, par exemple Total, vous allez avoir un grand nombre de coachs qui vont dire « Moi, Total, hors de question, je ne veux pas travailler pour eux, hors de question de travailler pour des pourvoyeurs d'énergie fossile. » Pour autant, je m'interroge sur d'abord l'impact de cette pratique. Quand on a eu 800 étudiants de grandes écoles qui ont signé une pétition en indiquant qu'ils refusaient de travailler pour Total Énergie si le projet d'un gros forage était fait, on peut se dire que ça a un certain impact en termes de communication, en termes d'image de marque. L'image de marque employeur si importante est écornée. Je vois bien l'intérêt de ce type de pratique. Pour autant, si un coach dit « moi, je ne vais pas travailler chez Total », j'ai peu d'espoir sur l'impact que ça peut avoir, à moins qu'il ait une tribune importante dans l'entreprise dans laquelle il refuse de s'engager. Et surtout, il va laisser la place à des personnes moins scrupuleuses, moins attentives, moins touchées par les sujets qu'ils touchent. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'idée n'est pas d'amener dans les entreprises des chevaux comme dans un cheval de Troie, des coachs engagés et militants, mais pour autant de ne pas laisser la place à des personnes qui vont moins travailler leur posture et moins être en lien avec un changement potentiel. Parce que c'est bien ce que je propose que nous fassions tous et un chemin sur lequel je nous engage à être au quotidien, c'est de prendre du recul sur notre pratique, par le choix de nos clients, mais aussi sur la pratique elle-même, aux pratiques que nous exerçons auprès de tous nos clients. Bien sûr, le coaching permet une prise de recul. Bien sûr, le coaching permet de la réflexion, de la prise de connaissance et de conscience. Et en ça, nous œuvrons déjà quelque part vers une société qui se transforme et nous pouvons espérer qu'elle se transforme quelque part dans la bonne direction, si j'ose utiliser ce terme-là. Mais n'oublions pas pour autant que notre pratique reproduit également le modèle de croissance. Notre pratique du coaching est quelque part la fille de la société de croissance
qui maintient l'illusion de la croissance et qui donne ce que nous vivons aujourd'hui. Le coaching est souvent, voire toujours, orienté futur avec des actions en jeu, avec un mode action plutôt que réaction, où on fixe des objectifs plutôt que des moyens, où on met en avant les impacts positifs, voire uniquement les impacts positifs. Certains d'entre vous vont certainement me dire que nous travaillons aussi sur le sens des choses. Certains coachs sont sur l'essence même de l'individu qu'ils vont accompagner. Et je suis tout à fait d'accord que ça donne un accompagnement plus en conscience et plus aligné. Et pour autant, notre pratique doit être questionnée à l'aune de cette reproduction d'un modèle de croissance. Et pour vous en donner un détail, je cherchais à expliquer à ma fille la teneur des propos que je voulais vous tenir aujourd'hui. Et quand je lui ai expliqué globalement le sujet qui nous intéressait, elle me dit « Ah mais maman, du coup, tu veux influencer les entreprises. Tu m'avais pourtant dit que tu n'influençais pas et que tu étais plutôt quelqu'un d'ouvert qui laissait les clients cheminer. Je ne suis pas sûre de comprendre. » Elle a raison et ça m'a poussée à vous proposer cette petite démonstration. Je pense, et c'est ce que j'ai expliqué à ma fille, je pense que globalement, la neutralité du coach est un leurre. Je pense que nous œuvrons forcément avec des présupposés, avec des convictions dont nous avons conscience ou pas, et qui vont nous pousser à avoir un type de question, à avoir un type de réflexion qui seront beaucoup moins neutres qu'on ne le pense. Si je me replace au début de ma carrière, j'avais moins de 30 ans, on était en 2003, et j'aurais pu très bien poser la question suivante. Comment allez-vous recruter des assistantes? Je pense, très honnêtement, que je n'aurais pas vu l'ombre d'un problème à cette question. Je vous avoue que ma fille de 16 ans, quand je lui ai montré cette phrase, elle m'a dit « des assistantes, ça ne te gêne pas ». Jeune fille de 2022, forcément, le fait que le mot assistante soit au féminin, alors que c'est un métier de moins haut niveau que celle d'un dirigeant, l'a choquée immédiatement. Donc, comment allez-vous rechercher des assistantes? C'était tout à fait OK en 2003. Aujourd'hui, en 2020, je ne manquerai pas de recadrer mon client. S'il me dit je vais recruter des assistantes, sans doute que je lui dirai comment allez-vous recruter des assistants ou des assistantes. Et simplement le fait d'être sur une égalité homme-femme plus affirmée en 2022 plutôt qu'en 2003 ne me posera sans doute aucun problème, voire je n'y verrai pas de mal, je verrai simplement que j'ai posé une question ouverte. Si on va un cran plus loin, je pourrais poser la question « Comment allez-vous faire face à l'accroissement des tâches administratives ?» Globalement, cette question est aussi ouverte que la première. Simplement, elle règle la question de l'égalité homme-femme. On n'est même pas obligé de la nommer, elle est simplement plus ouverte. Et je vous propose la dernière question qui, pour moi, porte en elle-même l'idée que nous ne sommes pas forcément dans un chemin de croissance, qui est comment allez-vous adapter le suivi administratif de votre structure. Peut-être que nous pouvons, les uns et les autres, aller chercher dans les détails de ce que nous proposons, de ce que nous avons l'impression de proposer de manière très ouverte, les détails qui signent que nous faisons partie, comme tout un chacun, de ceux qui continuent à poursuivre dans l'idée d'une société de croissance, avec l'idée que les ressources sont infinies et que l'être humain peut aller se servir de ces ressources. Nous savons intellectuellement que nous ne sommes pas là-dedans. Pour autant, dans notre questionnement, nous allons continuer à émailler nos questions, nos réflexions, notre ligne d'attaque des sujets de nos clients avec ces convictions dans lesquelles nous avons baigné et c'est tout à fait normal. Donc, je vous invite là encore à aller chercher dans les détails de votre pratique les petits indices que nous sommes encore toujours à ce niveau-là et puis à essayer de travailler pour limiter l'impact que nous avons dans ce sens-là. Autre possibilité que je voudrais vous suggérer et qui m'a beaucoup porté à la fois en supervision mais aussi en travail thérapeutique, c'est de connaître les biais et d'apprivoiser les peurs. J'ai eu envie de dire les biais et les peurs spécifiques à cette question pour en réalité
ils ne sont pas spécifiques. Simplement, ils sont peut-être un petit peu différents de ceux qu'on a l'habitude d'avoir. De la même manière que quand on travaille avec un jeune de 17-18 ans ou quand on travaille avec un dirigeant de 50 ans, dirigeant d'un groupe du CAC 40, on ne va pas avoir les mêmes sujets de travail, on ne va pas avoir les mêmes endroits où nous devons travailler notre pratique et nos convictions en termes en supervision pour savoir ce qui nous traverse par rapport au sujet de notre client. Et bien de la même manière, je pense qu'il y a des biais, des peurs, des angoisses que nous devons aller approcher parce qu'elles vont être au cœur du sujet de nos clients, qu'ils se trouvent pour l'instant dans cette question de la transition écologique ou tout simplement parce qu'ils sont baignés là-dedans sans avoir conscience d'être sur ces sujets-là. J'en ai listé un certain nombre, le biais de l'intérêt personnel, le biais de continuité. On a toujours fait comme ça va bien continuer. Le biais de la croissance, on va toujours en avoir plus. Avec l'aversion humaine très forte que nous vivons tous, l'aversion à la perte. Le biais du capital moral, que j'aime beaucoup. Si je pense que j'ai fait une bonne action, alors je me donne le droit d'en faire une beaucoup plus discutable. On l'entend beaucoup chez nos clients. Comme je viens à vélo au travail, alors je peux me permettre d'aller en vacances aux Maldives parce que j'ai fait ma part sur la question de la transition écologique. Le biais du capital moral, intéressant à connaître. On a des peurs qui nous traversent tous les jours, des peurs qui traversent nos clients et qu'on va devoir, si pas affronter, au moins oser se confronter à ces peurs. La peur de l'incertitude, la peur de ne pas être à la hauteur du changement. Et Dieu sait si ce changement a l'air d'être imposant et qu'il prend à la fois toute sa majesté et toute la crainte qu'on peut y mettre. La peur de l'inconfort également. Et le troisième point qui me semble important d'aller travailler dans notre expérience thérapeutique ou en termes de supervision, ce sont les angoisses existentielles. Bien entendu, elles nous traversent tous les jours, tous, et en même temps, certaines sont quand même très, très sollicitées par les questions de l'effondrement systémique potentiel, voire inéluctable. La question de la finitude que nous vivons tous avec l'idée de notre mort est probablement, voire certainement exacerbée par la question de la finitude de la société, voire de l'espèce. La question de la responsabilité, est-ce que j'en ai fait assez? Comment je peux m'investir là-dedans ou pas? La question de l'imperfection, la question de la quête du sens. Dans les suggestions pour aller plus loin que j'ai mis à la fin du webinaire, je vous conseille un article extrêmement intéressant sur ce sujet où Bruno Rousseau parle de l'éco-gestalt, où il invite à aller oser confronter ces angoisses existentielles, de les mettre au travail, sinon elles submergent à la fois le coach et le client qui se retrouve broyé. D'ailleurs, ça peut être le mot broyé par ces questions existentielles sans la possibilité de s'en sortir. Et puis adapter notre questionnement avec quelques suggestions que je peux avoir là, voir large et voir loin de la même manière que le champ visuel, quand on voit large et loin, nous permet de baisser le stress. Peut-être qu'on peut adapter notre questionnement en tant que coach de manière beaucoup plus large que ce que nous faisons jusqu'à présent. Anticiper, éviter les biais de continuité, éviter les biais que je vous ai suggérés pour essayer de permettre aux clients de voir la réalité telle qu'elle risque de se vivre plutôt que celle qu'il imagine ou qu'il fantasme. Prendre en compte le bien collectif, non pas uniquement le bien individuel. Bien entendu, c'est facile dans un monde d'abondance de se dire si je fais attention à moi, chacun va pouvoir en bénéficier. Quand on est dans un monde beaucoup plus contraint tel qu'on risque de l'avoir comme on l'a déjà et qu'on risque encore de l'avoir, c'est d'autant plus difficile. Dans Collapsus, Laurent Hayet parle de gérer au futur moindre. Accompagner nos clients à gérer au futur moindre va pas être simple et doit nous passer par nous aussi cette possibilité-là, cet exercice-là. Prendre conscience des peurs associées, des zones aveugles qui sont associées à ces questions. Ne pas éviter de se confronter aux questions du coût,
des pannes de croissance, de la décroissance, des pénuries, des pertes. Allez voir avec nos clients quelles sont les pertes qu'ils considèrent acceptables et quelles sont les pertes qu'ils ne considèrent pas acceptables. Va faire partie de notre job, voire fait partie déjà de notre job systématiquement quand on accompagne des personnes dans le monde qui nous vient. Et puis faire le parallèle entre l'écologie personnelle et l'écologie globale. J'aimerais vous parler encore de ce sujet pendant longtemps et en même temps, le temps nous est compté, comme souvent d'ailleurs. Hein. Et du coup, j'en arriverai à ma conclusion. Le monde qui s'ouvre à nous sera fait de catastrophes individuelles et collectives. Et tout ne sera pas drôle, mais on peut espérer, voire on peut supposer que nous allons avoir de bons, voire d'excellents moments, voire des croissances post-traumatiques où nous serons plus forts après qu'avant. En tout cas, nous pourrons vivre ça si nous pouvons nous regarder tous les jours dans la glace en disant chaque fois que m'a été posée la question de es-tu courageux par rapport aux enjeux sociétaux, je pourrais dire oui, j'ai essayé de l'être. Oui, j'ai essayé de mettre ma pratique. Bien que ouverte, bien que non militante, j'ai essayé de mettre ma pratique au service des personnes qui voulaient faire face avec conviction, avec courage, avec lucidité à ces questions, voire même j'ai essayé d'ouvrir le champ des possibles avec des personnes qui n'étaient pas encore sur ce sujet-là, pour autant sans les embarquer dans un militantisme qui n'était pas le leur. Ce serait important pour moi de me dire que chacun d'entre nous, collectivement et individuellement, nous puissions nous rendre compte que nous avons été responsables, pleinement responsables de l'attitude que nous avons eue face à la situation dès l'instant où nous avons eu conscience de cette situation. Et du coup, Yotis, je vais te demander d'ouvrir le sondage avec lequel j'aimerais clore cette proposition en vous demandant, alors est-ce que c'est toi qui donne la question ou est-ce que c'est moi? Non, non, vas-y, vas-y. Où je vais vous demander, après ce partage, que je voudrais vraiment, dans lequel vous pourrez piocher exactement ce que vous avez envie et ce sera bien comme ça. Après ce partage, qu'avez-vous envie de faire? Quelle est l'action ou les actions que vous aimeriez prendre? Alors, je vous invite à répondre à la question en mettant vos réponses dans le chat. Et voici des réponses qui arrivent déjà, ça s'enchaîne. Valérie nous dit, commencez par rejoindre la CCA. Isabelle, gardez vigilance sur les fragilités actuelles. Christine, pratiquer le coaching en extérieur. Virginie, mieux cibler mes clients. Mathilde, faire mon bilan carbone. Jean-Pierre, être positif. Laurence, questionner mes clients sur leur vision du Sustainable Transition Management. Natacha, rendre mes convictions visibles sur mon site, par exemple, ou sur les réseaux. Isabelle, continuer à aider à ouvrir les consciences. Anne, coacher à l'extérieur en nature. Liliane, coacher en marchant. Paul, annoncer les convictions qui me portent. Faro, rester moi-même, proche et partager la nature. Florence, me former à la fresque de la renaissance écologique. Alors, ça s'enchaîne. Oser affirmer mes convictions, nous dit Ginette. Florine, élever la conscience écologique à travers le coaching. Alexandre, intégrer l'environnement durable dans ma posture de coach ainsi que davantage communiquer sur mes convictions écologiques. Ça continue. Sana nous dit conviction. Nicole, excellent sujet. Merci à vous, Cathy. Benoît nous dit être profondément en lien avec moi-même et les autres. Renforcer la quête du sens, nous dit Alima. Garder l'esprit ouvert et porter ses convictions, nous dit Priska. Abdelhamid nous dit planter plus d'arbres en coachant. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Alors, ouvrir les questions vers plus de conscience sociétale et écologique, nous dit Sandrine. Intégrer plus la conscience écologique dans ma pratique, dit une autre Sandrine. Jacinthe nous dit en parler encore plus chaque fois que j'en ai l'opportunité. Oser aborder la question de la décroissance, nous dit Isabelle. Renforcer le lien entre les humains, nous dit Christophe. Michel, ouvrir les questions vers plus de conscience et ça continue.
J'ai des frissons, ça me touche le fait qu'il y ait des actions concrètes et qu'il y ait de l'audace, du oser faire savoir. Ça me touche et j'avais envie de partager avec vous quelques secondes d'une personne qui a osé il y a quelque temps. C'était une petite inspiration en musique. Laura Gabriel, qui est une des coachs ICF France, écrit et produit il y a 3 ans, je pense, une chanson Colibri. J'espère qu'en allant sur la présentation de ce webinaire, sur la dernière page pour aller plus loin, non seulement vous aurez envie d'aller bouquiner ou d'aller regarder les associations auxquelles je vous propose de vous relier, mais aussi d'aller être inspiré par la chanson Colibri de Laura Gabriel. C'est celle qu'on peut trouver ici sur ce lien-là, hein. Exactement, tout à fait, où elle nous invite chacun et chacune à faire notre part de colibri. Et je vous remercie en tout cas tous et toutes de l'attention que vous avez portée. Est-ce que tu as encore un ou deux partages, Yotis, que tu as envie de partager, que tu as envie de nous échanger? Oui, bien sûr. Alors, ça continue. Il y a énormément de personnes. Alors, il y a beaucoup de réactions. Sandrine, et c'est une troisième, qui nous dit, merci Cathy, bel engagement. Continuez à évoluer dans ces systèmes, cette synergie éco-coaching, éco-citoyenne, nous dit Riyad. Betty nous dit, merci de nous avoir montré les possibilités de combiner cette survie et la déontologie de coach, sujet inspirant et vital. Merci beaucoup pour ce webinaire différenciant, nous dit Maryse. Merci beaucoup. Belle soirée à tous, nous dit Isabelle. Jacques nous dit bravo, bel éveil de conscience pratique. Donc, énormément de remerciements. Bravo et merci Cathy. Alors, un grand merci Cathy pour cette présentation qui invite à la réflexion sur notre métier, sur nos actions pour l'avenir. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également la présidente d'ICF Tunisie. Et je sais que Nefissa a pas mal de travail ce soir parce qu'il y a beaucoup de réactions. Nefissa, bonsoir. Comment ça s'est passé ce soir? Bonsoir Yotis, bonsoir Cathy, bonsoir les synergiennes, les synergiennes. Effectivement, il y a eu beaucoup de réactions ce soir. J'aimerais, il y a un commentaire et on en a discuté tout à l'heure. Peut-être j'aimerais bien avoir ton commentaire, Cathy. J'ai refusé de travailler pour des entreprises qui ne sont pas responsables, de la part de Véronique. Je trouve ça à la fois très courageux. On sait que le coaching, le coach a cette difficulté parfois à choisir ses clients et je trouve ça très courageux d'avoir osé le faire. Et je suis moi-même en pleine réflexion sur est-ce que c'est ce que nous avons de plus engagé à faire, de refuser de travailler pour certaines entreprises. C'est un sujet délicat et je serais ravie de parler avec cette synergienne pour peut-être faire avancer cette question et pourquoi pas un jour avoir une position claire de l'ensemble ou d'une majorité des coachs sur voilà ce que notre profession décide par rapport à ça. Alors, il y a énormément de remerciements, Cathy, à ton égard. Donc, magnifique soirée. Merci pour cette belle présentation de la part de Michael, de la part de Jacques. Merci, Cathy. Ce sujet est très important pour moi. Beaucoup de remerciements. Merci, Nefissa. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour vous aider à vous positionner sur votre propre chemin et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et surtout, n'hésitez pas à partager vos infos sur le sujet juste ici en commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Cathy, je te laisse le mot de la fin.
Je ne peux rien dire d'autre, Yotis, que ma gratitude envers tous les synergiens, envers l'équipe des ambassadeurs et maintenant des catalyseurs, et puis envers l'énergie que tu mets. Si un certain nombre d'idées peuvent être transmises aujourd'hui, c'est grâce à ICF Synergie et je suis très heureuse d'y avoir contribué. Merci Cathy, merci Nefissa, merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.